Mosaïque. Mosaïque, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Aujourd'hui, pour cet épisode consacré au kibboutz, nous nous rendons à l'extrémité nord d'Israël, à la frontière libanaise, dans le kibboutz de Ranita. Nous sommes accueillis par Yuval Ashouch, sociologue au collège académique de la ville d'Akko, qui vit dans ce kibboutz depuis maintenant 40 ans. Bonjour Yuval. Bonjour Camille. Merci de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. Alors là, on se trouve où, Yuval ? Ici, nous sommes sur l'esplanade du musée de Ranita. Ce musée est consacré à l'histoire de Ranita et à l'histoire d'autres 52 localités qui ont été créées en Israël à l'époque de la grande révolte arabe entre 1936 et 1939. Et ce bâtiment en pierre était en fait le seul bâtiment qui existait sur cette colline quand le kibboutz a été créé. Et Ranita est créé à quel moment ? Le 21 mars 1938, s'est produite la montée à Ranita. C'était une expédition logistique très importante. On estime à peu près que 10% de la population de ce qu'on appelle le Yishuv, c'est-à-dire la Palestine juive à l'époque, était impliquée et engagée dans cette aventure, dans cette expédition. Donc Ranita est créé en 1938. Il y a d'autres kibboutz qui apparaissent avant. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand et où apparaissent les premiers kibboutz ? Oui, les premiers kibboutz apparaissent un peu partout en Israël, mais avec une concentration particulière dans la vallée du Jourdain, où s'est créé le premier kibboutz de Gania. En fait, ces kibbutzim sont l'issue d'un hasard, d'une expérience. Il n'y a pas eu de plan, mais simplement un groupe d'ouvriers agricoles de cette époque-là est rentré en conflit avec un directeur d'exploitation. Et à la suite de ce conflit, les autorités sionistes ont décidé de tenter une expérience d'autogestion. Et donc ce groupe d'ouvriers est sous contrat pendant 2 ans, s'est géré lui-même, a géré l'exploitation. Et au bout de 2 ans, en général, les contrats s'achevaient, les ouvriers se remplaçaient ou cherchaient d'autres contrats de travail. Ce groupe-là a décidé de rester sur place. Et comme ça est né le premier kibboutz de Gania en 1910. De Gania Aleph. Exactement. Un kibboutz, c'est en fait une communauté intentionnelle, une communauté à la fois de consommation, une communauté de travail et de production, et en même temps une communauté stable. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'adage qui est en général utilisé quand on parle du kibboutz ? De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Tous ces jeunes qui arrivent, ils sont imprégnés d'une idéologie socialiste. Ils sont également imprégnés d'un courant philosophique juif, le Tikkun Olam. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce projet de société égalitaire et nous dire qui sont ces fondateurs du kibbutz ? Les fondateurs de ces communautés sont des jeunes juifs idéalistes, pour la plupart originaires d'Europe de l'Est, de Russie en particulier, et où sévit là-bas un antisémitisme virulent et souffle un vent de changement poussé par les idéologies progressistes comme le socialisme, le communisme, l'anarchie et le sionisme. Le sionisme propose l'établissement d'un État-nation pour le peuple juif. Et dans ce foisonnement d'idées nouvelles qui se forgent là-bas, alors se forgent les termes principaux du sionisme socialiste.
auquel sera identifié le mouvement kibboutzik par la suite et durant de longues années. Pourquoi ce retour à la terre est si important pour eux? Le retour à la terre a ici un sens de travail productif, un travail rédempteur, alors que le stéréotype du juif de diaspora le cantonne au commerce et à l'usure. Donc on cherche à cette époque-là à redevenir des travailleurs productifs. Aussi, il s'agit de redonner une structure normale au peuple juif, avec à sa base une large couche d'ouvriers, de producteurs, contrairement à la situation en Europe où la plupart des juifs sont commerçants ou intellectuels. Et retour à la terre aussi dans le sens de retour à la patrie, pour se réenraciner sur le sol dont le peuple juif a été exilé. En hébreu d'ailleurs, Adama, c'est la terre qu'on cultive, et Eretz, c'est le territoire. Oui. Et effectivement, les fondateurs de ces communautés désirent également corriger les méfaits du capitalisme industriel, la pauvreté de la classe ouvrière. Et au-delà même de l'idée de justice sociale, la communauté remplace dans une grande mesure la famille que tous ces jeunes ont laissée derrière eux en Russie et les aide à supporter les conditions très difficiles de vie en Palestine au début du XXe siècle. Mais il va y avoir des kibboutzniki, donc les membres du kibbutz, qui ne vont plus supporter le mode de vie au kibbutz et qui vont développer un mode de vie agricole alternatif, le moshav. Donc c'est bien connu en Israël, mais en France beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre un moshav et un kibbutz? Au début de l'expérience des groupes, des kibbutzim, le collectivisme exigé est très important, mais il n'est pas imposé. Pour certains, c'est pesant. C'est trop. Par exemple, en 1918, les groupes qui existaient déjà ont décidé à l'adoption de l'éducation collective. Mais à l'époque, ils ne parlent même pas de maisons d'enfants collectives, c'est-à-dire ou coucher les enfants dans des maisons collectives, comme ça s'est fait plus tard. Il est uniquement question d'éducation collective pendant que les parents travaillent. Mais même ça, c'est déjà trop pour certains des membres de Dgania, par exemple. Et un groupe de gens de Dgania vont quitter, en fait, pour tenter une autre expérience, une expérience plus familiale, fondée sur la cellule familiale, et vont créer le premier moshav à Nahalal en 1921. Le moshav, un village planifié, fondé sur des exploitations familiales. Toutes les exploitations ont la même surface, donc est conservée la valeur d'égalité. En général, dans un moshav, il n'y a pas de service comme au kibbutz, comme le service collectif de salle à manger, de lingerie, etc. Au moshav, on éduque individuellement ses enfants, ce qui n'est pas le cas au kibbutz. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une maison d'enfants au kibbutz? Parce que c'est quand même un lieu hautement symbolique. Effectivement, la collectivité et la communauté s'étendent même à l'éducation des enfants. Et les enfants sont en fait pris en charge par la collectivité, par la communauté. Ce sont les enfants du kibbutz. Il y a même des histoires assez burlesques dans les années 30 d'enfants qui naissent et dont les parents sont empêchés de nommer l'enfant sous le prétexte qu'il s'agit d'un enfant du kibbutz, c'est pas leur enfant. Donc les enfants sont élevés en maison d'enfants. Plus tard, avec les problèmes d'insécurité, l'expérience de dortoir collectif va se généraliser pratiquement à tous les kibbutzim, sauf quelques exceptions, comme par exemple Dgania Aleph, où là-bas il n'y a jamais eu de dortoir collectif. Et en fait, le personnel, les puéricultrices, les enseignants prennent en charge les enfants pratiquement 20 heures sur 24. Et les enfants jouissent d'un contact avec leur famille en sortant de la maison d'enfants vers 4 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir, 7-8 heures, avant de retourner à la maison d'enfants pour le dîner, le couchage. Et ce système-là a existé jusque dans les années 90. Donc on l'a dit, Ranita est créée en 1938. C'est une période tumultueuse parce que c'est en plein pendant la grande révolte arabe qui débute en 1936 et qui est liée à l'arrivée massive de Juifs en Palestine mandataire.
les Palestiniens se révoltent et on va en fait assister à la création, la montée en puissance de deux nationalismes, le nationalisme palestinien et le sionisme. Et ce qui est très intéressant quand on vous lit, c'est qu'on se rend compte que le kibbutz va être légèrement désaxé de son projet socialiste pour se retourner vers l'axe nationaliste, donc le projet sioniste. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le kibbutz a été un élément important dans le projet sioniste et un outil aussi du projet sioniste? Effectivement, en fait, au kibbutz, en particulier à cette époque-là, sionisme et socialisme sont fortement liés. Et c'est en fait la réalité historique, les événements qui se déroulent à ce moment-là en Palestine, qui expliquent l'accent que le kibbutz met sur l'un ou l'autre pôle, soit le sionisme, soit le socialisme. Et en cette période de révolte arabe, et en cette période de concurrence entre deux nationalismes, durant la deuxième partie des années 30, la question nationale passe au centre des préoccupations et en Palestine pour le foyer national juif, avec ce plan de développement de nouvelles localités, d'implantation en Palestine. 52 nouveaux villages vont être créés. Et parmi ces 52 nouveaux villages, 37 sont des kibbutzim. Justement, il y a de plus en plus de kibbutz qui vont apparaître, qui vont voir le jour. Donc, 10 ans après la création de Ranita, il y a la création de l'État d'Israël et une vague d'immigration massive va arriver en Israël. Quel est le rôle du kibbutz, justement, dans l'absorption de ces flux migratoires? C'est une question intéressante et qui fait polémique. Avant la création de l'État d'Israël, les immigrants arrivent presque uniquement d'Europe. Il n'y a donc pratiquement pas d'écart culturel entre les Israéliens de l'époque et les nouveaux arrivants. En fait, la composition des migrations va progressivement, disons, changer et la majorité des émigrants vont arriver des pays orientaux. Pour la plupart de ces immigrants, le kibbutz, comme société laïque et socialiste, apparaît comme une énigme ou une anomalie. L'écart culturel alors entre les populations du kibbutz et les populations d'immigrants est énorme. Les immigrants n'ont aucune affinité avec le kibbutz, fruit du sionisme socialiste européen, et ces nouveaux immigrants n'étaient pas candidats à l'intégration au kibbutz. Il ne pouvait pas se produire une intégration massive des nouveaux immigrants des années 50 dans les kibbutzim. Cela dit, parmi cette masse d'immigrants orientaux, une minorité d'entre eux, issus des mouvements de jeunesse sionistes d'Afrique du Nord, se sont, eux, très bien intégrés dans les kibbutzim. Et Hanita en est un exemple. Comment le kibbutz est passé d'un mode de vie révolutionnaire à, quelque part, un symbole d'une élite ashkénaze, nantie, que les Israéliens rejettent plus ou moins? Oui, effectivement. Aujourd'hui, le kibbutz intéresse beaucoup moins les Israéliens. Pour beaucoup d'Israéliens, en fait, le kibbutz a rempli sa fonction historique. Avec la création de l'État, son développement dans les premières décennies, et par la suite, en fait, il a perdu sa raison d'être. Et de plus, jusqu'à la fin des années 70, le kibbutz était en phase avec l'esprit du temps en Israël. La société israélienne est fortement solidaire, une économie planifiée, un gouvernement qui soutenait le kibbutz. Avec l'accès au pouvoir de la droite en 77, les choses vont changer. Le kibbutz va largement être utilisé par les politiciens comme symbole du conflit ethnique entre orientaux et ashkénazes en Israël. On se souvient de la fameuse phrase de Menachem Begin dans la campagne électorale de 1981. Le kibbutz, ces millionnaires avec leur piscine, et le kibbutz est alors de plus en plus perçu comme un secteur nanti de la société qui exploite le prolétariat d'origine orientale des villes de développement. Et à partir des années 80, le kibbutz va subir différentes crises économiques, jusqu'aux années 90. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la crise des années 80 et expliquer les différentes vagues de privatisation des kibbutz? Sous l'effet conjugué des crises économiques, démographiques et du néolibéralisme ambiant, le mouvement kibboutzik entier entame en fait son examen de conscience et remet en cause son idéologie fondatrice. Le socialisme démocratique n'est plus à la page.
les débats idéologiques qui se tiennent partout vont conduire à la vague de privatisation du mode de vie kibboutzik. D'abord, fin des années 80, début des années 90, c'est la privatisation de la consommation. Et puis à partir de la fin des années 90, la privatisation des revenus, qui de fait enterre la fameuse devise de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et aujourd'hui, combien de kibbutzim socialistes existent-ils encore en Israël? Aujourd'hui, plus de 85% des kibbutzim sont répertoriés kibbutzim renouvelés, c'est-à-dire kibbutzim privatisés. Renouvelés, c'est l'étiquette officielle pour privatisation. Comme Ranita. Et donc, comme Ranita, effectivement, qui a été privatisé au début des années 2000. Il ne reste qu'une trentaine de kibbutzim parmi les 275 existants qui fonctionnent sur le modèle socialiste classique. Voilà, les maisons d'enfants sont concentrées sur ce côté de la route, du kibbutz. Toutes les maisons d'enfants sont autour du parc. Et c'est un peu une tradition tous les jours, à la sortie des maisons d'enfants à 4 heures. Les enfants aiment beaucoup rester ici et s'amuser sur les installations, les balançoires, les toboggans. Et ils restent ensemble encore au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et jusqu'à ce que les parents arrivent à les extraire et les ramener à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du kibbutz en Israël? Et s'il y a un phénomène qui en fait représente l'idée du kibbutz, l'idéal kibboutzik, et qui prolonge l'expérience du kibbutz socialiste, c'est justement les kibbutz urbains, pas les kibbutz privatisés. Les kibbutzim privatisés, évidemment, se sont éloignés énormément du modèle socialiste, mais comme il reste en fait une structure collective, les biens, les bâtiments publics restent la propriété de la collectivité, les terres agricoles sont la propriété de l'État, mais gérées collectivement par les membres du kibbutz. Il y a une base pour essayer de trouver un mode de vie original qui n'est pas celui de la ville, qui n'est pas celui du moshav. Pour nous en dire un peu plus sur le kibbutz urbain, nous sommes avec Clara Quintila-Pignol, doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a consacré son doctorat de recherche à la question des kibbutz urbains en Israël. Bonjour Clara. Bonjour Camille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un kibbutz urbain? Alors, de manière très simple, et comme son nom l'indique, un kibbutz urbain est une communauté de type kibbutzik qui est installée en milieu urbain. Il s'agit d'un groupe de personnes, généralement des familles, mais également des couples, mais pas exclusivement, et qui sont unis par une idéologie sioniste, humaniste, et souvent socialiste, mais ce n'est pas le cas de tous les kibbutz urbains. En effet, certains, comme celui que j'étudie, pratiquent une certaine collectivisation des revenus, c'est-à-dire que les salaires des kibbutzniks sont parfois mis en commun, dans le compte en banque commun du kibbutz, et par exemple, ils partagent des voitures aussi. Et finalement, les gens qui nous écoutent peuvent se demander aussi, mais si ces kibbutzniks n'habitent plus en milieu rural, s'ils ne travaillent plus à la ferme, s'ils ne travaillent plus à l'usine, qu'est-ce qu'ils font en ville pour gagner leur vie? Quel est leur travail? Les nouveaux kibbutzniks urbains travaillent principalement dans le domaine du social. Donc en fait, ce sont des travailleurs sociaux, des thérapeutes aussi. Mais ils travaillent également et surtout dans le domaine de l'éducation, qu'il s'agisse de l'éducation formelle
par exemple dans les écoles publiques ou privées appartenant au système éducatif israélien, ou alors dans l'éducation informelle. Donc qu'il s'agisse de clubs de jeunesse, voilà. Et ils se sont spécialisés dans l'éducation primaire, principalement. Est-ce que pour vous, le kibbutz urbain, c'est aussi une façon de renouer avec les origines du kibbutz, à l'heure où la grande majorité des kibbutz sont privatisés? Ce serait une manière, comme vous le dites, de renouer avec les origines du kibbutz, étant donné que les kibbutz urbains ont quand même ce côté collectiviste économiquement qui est présent. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les kibbutz urbains qui ont cette identité collectiviste économiquement, mais c'est certainement une manière de revenir aux origines. Après, c'est vrai qu'il faut quand même préciser que les kibbutzniks urbains, ce sont des gens qui sont très critiques vis-à-vis des kibbutz ruraux. Il faut dire que le maillage des kibbutz urbains est dans beaucoup de villes israéliennes, mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est numériquement minoritaire. Alors, il est vrai qu'il s'agit de plusieurs centaines de personnes, quelques milliers de personnes tout au plus, mais ils sont installés dans des villes comme Jérusalem, il y en a aussi à Haïfa, à Rishon LeZion, Eilat, Sderot, aussi dans des villes près de Nazareth. Mais ce qui est important quand même de signaler, c'est que les kibbutzniks urbains vont choisir de s'installer dans des zones qu'ils considèrent périphériques, dans la périphérie sociale, socio-économique, politique et géographique du pays. Donc ils vont par exemple aller dans des anciennes villes de développement ou dans des camps de migrants, où ils vont travailler dans des endroits où le taux de criminalité, de décrochage scolaire est particulièrement élevé. Donc c'est le choix qu'ils vont faire, parce qu'ils considèrent que le renouveau de la société israélienne se fait par la prise en charge de populations qui sont laissées pour compte d'habitude. Est-ce que vous avez observé des kibbutz mixtes, par exemple, en termes de population? Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de faire sortir le kibbutz de ce qui peut apparaître parfois comme une gate community, et de vraiment réfléchir à d'autres modes de cohabitation, notamment avec des populations non juives? C'est très intéressant la question de la mixité, parce que c'est une question aussi qui a hanté le mouvement kibbutznik depuis le début, et notamment après la fondation de l'État d'Israël. Alors, il faut d'abord préciser ce qu'on entend par mixité. Si on entend par mixité la cohabitation entre des kibbutzniks urbains juifs et des kibbutzniks urbains qui seraient palestiniens d'Israël, à ce moment-là, non, le kibbutz urbain n'est pas une entité mixte socialement, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas en Israël des kibbutz urbains avec cette configuration sociale-là. Par contre, si on entend par mixité la cohabitation des kibbutzniks urbains juifs d'origine très diverses, à ce moment-là, oui, le kibbutz urbain est mixte, parce que il faut se rappeler que le kibbutz d'origine, il était considéré élitiste, mais également très ashkénaze. Alors que dans les kibbutz urbains, si la composante ashkénaze est bel et bien là, il y a quand même des kibbutzniks juifs qui viennent d'autres origines, comme ça peut être les États-Unis, ils viennent d'Australie aussi, d'Afrique du Nord, de Grèce, du Yémen, d'Iran et même des républiques d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan. Donc il y a une mixité sociale, mais c'est plutôt du côté juif. On peut considérer qu'aujourd'hui en Israël, décider de vivre dans un kibbutz urbain, c'est un véritable choix politique. Oui, clairement, c'est un choix politique. Les nouveaux kibbutzniks, ce sont des idéalistes. Ils poursuivent un certain idéal social. Ils ont choisi de vivre autrement. Et en fait, ce sont des gens aussi qui sont très critiques vis-à-vis, par exemple, de ce qu'ils perçoivent comme étant la dérive individualiste et capitaliste de la société israélienne, tout comme la crise démocratique actuelle, et aussi le traitement qui est fait aux minorités nationales, qu'il s'agisse des Palestiniens d'Israël ou d'autres collectifs présents dans le pays. Donc en fait, pour pouvoir remédier à ça, ils ont choisi de mettre en place des projets socio-économiques afin de permettre aux gens des différentes communautés de se rencontrer, pour essayer de faire du lien communautaire. Et dans une société extrêmement divisée comme la société israélienne, créer du lien communautaire est un acte politique de premier ordre. C'est aussi un acte de résistance. Et je pense aussi que les membres des kibbutz urbains, avec leur idéologie, ils donnent à voir une autre manière d'être juif en Israël. Ils élargissent l'éventail des possibilités de ce que c'est qu'être juif aujourd'hui en Israël. Et ça, c'est à mon sens un acte politique par excellence. Yum, bum, 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 yum, bum, bum, bum.
אשר הוא לא יום ולא לילה ערב יום אשר הוא לא יום ולא לילה רם הודה 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 כי לך היום אף לך הלילה רם הודה 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 כי לך היום אף לך הלילה Heimisch, Refusnik, Laalot, Hops, Ethiopia, Kibbutz, Café, Yaïn.